de votre présence pour ces 10 ans de Canopée. Un grand merci à l'École des loisirs, à son directeur général de nous accueillir ici dans cette salle qui a beaucoup de sens, qui a toute une histoire que je vous raconterai juste après, puisque nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Michel Blanquer. Monsieur le ministre, merci d'être parmi nous, ancien ministre de l'Éducation nationale et surtout qui a été aux côtés de Réseau Canopée pendant les années que j'ai eu la chance de diriger cet établissement, et ça s'achève bientôt. Il est pris par la panthéonisation de Robert Badinter, donc je ne vais pas être trop longue pour vous présenter. Je pense que tout le monde vous connaît ici. Et je vous remercie encore du temps que vous prenez. Je vous passe la parole pour cette introduction. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous et merci Marie-Caroline Missire pour cette invitation. Je suis heureux de fêter cet anniversaire parce que Réseau Canopée est une des institutions qui, à mes yeux, est à la fois centrale pour l'éducation nationale et aussi une institution qui a prouvé sa capacité de modernisation. Je pense à tout ce qui a été fait avant l'arrivée de Marie-Caroline Missire. Et je cherche Jean-Marc Mérieux des yeux. Voilà. Il ne se cache pas quand je dis ça. C'était déjà pour le passage du CNDP à Canopée un moment très important. Et puis tout ce qui a été fait d'ailleurs par les directions successives, puisqu'à chaque fois il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Et quand je suis arrivé comme ministre en 2017, vous vous souvenez que pratiquement une des premières phrases que j'ai dites, parce qu'un des premiers déplacements que j'ai fait, c'était à Poitiers, a été de dire Poitiers, capitale de l'éducation nationale. C'était pas qu'une formule, encore maintenant j'y crois. C'était d'abord le constat simple qu'il y avait à Poitiers une grande richesse du fait de la présence de Canopée, mais aussi du CNED et de ce qu'on allait appeler ensuite l'IH2EF. Et cette richesse était elle-même le vecteur de dynamisme futur encore plus grand à mes yeux. D'abord parce que Poitiers est riche de bien des choses. Je pense à l'université, évidemment. Je pense au Futuroscope. Je pense aussi à la magnifique histoire de Poitiers sur le plan intellectuel et académique. Et tout ça faisait qu'il y avait matière à penser que là pouvait se jouer, disons, l'avant-garde de la modernisation de l'éducation nationale. Ça reste complètement vrai. Quand on pense qu'on est à la veille de révolutions fondamentales avec l'usage de l'intelligence artificielle en éducation, il est évident qu'on a besoin de lieux qui soient des laboratoires, qui soient des lieux à la fois de recherche, dans tous les sens de ce terme, d'expérimentation, et puis de diffusion, de rayonnement. Et il est bon que ça ne se passe pas que à Paris, et que ça se passe justement dans un lieu qui finalement, grâce à l'action des uns et des autres, au fil du temps, est devenu ce lieu de référence. Et je crois que c'est le moment d'envisager cela. Et c'est possible parce qu'il y a eu le travail que vous avez tous fait. Et je veux vous en féliciter, vous en remercier, parce que ces 10 années, c'est à vous tous qu'on les doit par définition. Et bien sûr, remercier Marie-Caroline Missire et tout ce qu'elle a fait au moment en plus où il s'agit de surcroît, même si ça va la faire rougir, de lui rendre hommage, puisqu'elle s'en va, comme dit la chanson. Et que cette nouvelle étape de sa vie professionnelle mérite d'être saluée. On vous le doit donc à tous, ce travail qui a consisté à faire évoluer la mission de Canopée. Le fait de se dire que Canopée avait besoin finalement d'une clarification et surtout d'être positionné sur ce qui devenait une priorité majeure du système éducatif, c'est-à-dire la formation à distance des enseignants, pour faire face aux enjeux d'échelle gigantesques que nous avons dans notre beau ministère, dont nous voulons qu'il continue à être un service public national, ce qui signifie avoir une vision nationale et complète de ce que doit être la formation permanente d'un professeur. Et le fait d'épouser notre époque numérique pour en tirer tous les bénéfices, pour que cela soit le plus modulaire possible, le plus adapté possible, le plus souple possible, le plus pertinent possible pour chacun de nos professeurs, c'est évidemment une mission essentielle. Alors bien sûr, rien n'est simple. Tout ceci d'abord a nécessité énormément de travail, de conviction, d'action, de transformation. Et il y a certainement encore beaucoup à faire pour arriver à l'idéal que nous avons en tête, qui est que finalement
finalement chaque professeur puisse trouver, grâce à son institution, les ressources dont il ou elle a besoin de manière totalement appropriée, de manière, je dirais, assez automatique, assez systématique. Bref, qu'il y ait une sorte de réflexe professionnel et que face à ce réflexe professionnel, il y ait du répondant qui soit pleinement satisfaisant pour tous. Mais quand on voit le chemin parcouru, il est considérable. Les statistiques sont évidemment à l'avantage de ce bilan, mais aussi les retours qualitatifs que l'on peut avoir. Il faut le faire savoir davantage. C'est à ça que sert un événement comme celui d'aujourd'hui. J'ai toujours été un ambassadeur et un avocat de Canopé, et je le suis encore dans cette période qui n'est pas une période simple pour personne, pour aucun Français en ce moment, et a fortiori sans doute pour vous avec les incertitudes qui peuvent exister. Mais il est normal aussi que toute institution se sente en devoir de rendre des comptes au pays. Nous vivons, quand on est dans une institution comme celle-là, de l'argent public pour rendre un service public d'intérêt général. Il est donc normal de toujours mesurer ce qu'il en est. Et je pense que ce que vous avez accompli est vraiment digne d'être salué pour encore franchir de nouveaux pas, pour ouvrir un avenir. Et je le redis, cette question de la révolution de l'intelligence artificielle, à mon avis, est devant nous et devant vous pour ces enjeux nécessaires, puisque tout le monde a des interrogations là-dessus, mais en même temps, on n'est pas dans un océan d'ignorance sur la question. On a des points de repère. On a d'abord les meilleures pratiques mondiales qui commencent à exister, et vous devez être toujours une institution très ouverte internationalement. Nous voyons bien que le grand enjeu, c'est de la complémentarité entre la machine et l'humain, comme d'habitude. Comment est-ce que, dans ce monde de plus en plus technologique, nous réussissons ou pas à mettre de plus en plus d'humanité? Comment nous faisons donc en sorte que le professeur soit augmenté par l'intelligence artificielle et non pas remplacé par l'intelligence artificielle? J'y crois beaucoup, je l'ai beaucoup dit pendant les 5 années de mon office, mais cette foi, cette certitude même dans le fait que le professeur non seulement ne va pas être éliminé par la technologie, mais va être au contraire augmenté par elle, eh bien c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est pas quelque chose qui va être automatique, c'est quelque chose qui doit être accompagné par les institutions, par les femmes et les hommes que vous êtes, pour devenir une réalité. Et il n'est pas interdit de vouloir la France à l'avant-garde de ces évolutions, et il n'est pas interdit qu'à l'avant-garde de cette avant-garde, eh bien, on souhaite que Canopé soit de façon à ouvrir des chemins et à permettre que, premièrement, la formation à distance des professeurs soit modernisée grâce à l'IA, bien sûr, mais deuxièmement, que les professeurs soient accompagnés dans leurs propres usages de l'IA et dans leur façon de faire passer l'ensemble des savoirs qui doivent passer aux élèves. L'époque dans laquelle nous sommes est une époque qui parfois fait peur, pour bien des raisons, mais il faut toujours savoir discerner dans toute époque, et dans la nôtre a fortiori, les éléments d'espérance et les éléments en réalité de construction de l'avenir. Et à ce titre, notre époque n'est pas moins enthousiasmante qu'une autre, parce qu'il y a bien des choses à faire. Et un de mes combats, vous le savez, je crois, c'est d'éviter qu'on soit toujours dans la grisaille et dans les discours pessimistes. Il y a toujours un chemin, je ne dis pas ça pour l'actualité. On a aussi une actualité internationale qui, parfois, peut amener des chemins dans tous les continents. Et ces chemins n'existent que s'il y a des femmes et des hommes de bonne volonté. Et je pense que Canopé est une institution pleine de femmes et d'hommes de bonne volonté. Donc je vous salue et je vous souhaite un bon anniversaire. On peut remercier Monsieur le ministre. À très bientôt. On vous laisse célébrer Robert Badinter. Merci à vous. Je voulais vous remercier pour votre présence, saluer notamment monsieur le recteur d'Orléans-Tours qui est parmi nous, madame la rectrice de Dijon et madame la rectrice de l'Académie de Besançon, que je vais appeler à me rejoindre sur scène. Vous pouvez
vous installer. Je vais également appeler donc Jean-Marc Merriot, qui a été présenté sous ses anciennes fonctions, mais voilà, il vient de sortir, mais il a raison de raccompagner Jean-Michel Blanquer. Alors, Bénédicte Robert, inspectrice générale, qui va prendre place, ancienne rectrice de Poitiers, ancienne directrice de Liège de ZEF, je le signale également. Christian Lamy, directeur de l'Institut de formation des enseignants du Luxembourg, qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir pour nous livrer un regard international. Et donc, nous attendons Jean-Marc Merriot, qui, voilà, du coup, que je ne présenterai pas. Je vous disais que je vous raconterai l'histoire de cette salle. Ça vaut quand même le coup d'être souligné parce que c'est très en écho avec l'anniversaire de Canopée. Nous sommes ici dans une maison d'édition que chacun connaît, l'École des loisirs. Vous savez que Canopée, historiquement, est l'éditeur de l'éducation nationale. Je salue Madame la rectrice de Lille, Sophie Béjean. Je la remercie d'être parmi nous. Bienvenue. Et donc, c'est dans cette salle qu'étaient imprimées notamment des publications de résistants pour la résistance, de jeunes étudiants qui l'ont payé de leur vie. Et je trouvais ça très beau qu'on puisse, grâce à la générosité du directeur général de l'École des loisirs, vous accueillir dans cet endroit qui résonne avec l'histoire de l'établissement et avec l'histoire de notre pays tout court. Donc, merci encore pour cela. Alors, j'attends encore Jean-Marc Merriot, mais voilà, il arrive, il s'est ménagé son effet. Donc Jean-Marc Merriot, qui est aujourd'hui directeur général de la mission laïque française et ancien directeur de réseau Canopée. J'excuse également l'absence de Jean-Marie Paznazol, qui a également dirigé cet établissement et qui n'a pu être parmi nous ce soir, mais qui vous salue toutes et tous. Et je voulais donc réunir ce très beau panel qui va nous faire voyager en Europe et au-delà de nos frontières, avec des personnalités qui, évidemment, exercent des fonctions dans notre ministère, mais qui ont aussi une histoire avec Réseau Canopée, de par leurs fonctions actuelles, de par les fonctions qu'elles ont occupées et de par un regard, je dirais, en amitié sur l'évolution de cet opérateur. On se parle aujourd'hui dans une semaine qui est assez particulière, pas seulement parce que c'est les 10 ans de Réseau Canopée, mais aussi puisque nous avons tous et toutes consulté les résultats de l'enquête Thalys. Vous savez que cette enquête fait un travail extrêmement précis, complet auprès des pays de l'OCDE, donc enquête publiée par l'OCDE, sur le métier enseignant, sur le rapport des enseignants à leur métier et à leur formation continue. Et effectivement, ce qui m'a interpellée dans cette étude, comme vous toutes et tous, c'est que les résultats nous montrent l'ampleur du défi qui est encore devant nous, puisque notamment, je cite quelques éléments, mais vous avez pu les consulter, de nombreux articles de presse ont été publiés sur cette étude. La formation continue est jugée utile dans notre pays par 35% des répondants, contre 55% dans les pays de l'OCDE. Le principe et l'inadéquation perçus par les enseignants. On a parlé, et le ministre en a parlé tout à l'heure, d'intelligence artificielle. Nous sommes en queue de peloton de cette enquête sur la formation à l'usage artificiel de l'intelligence artificielle. Seuls 9% des enseignants interrogés en France disent avoir eu accès à une formation sur l'intelligence artificielle. Et je souligne quand même que dans cette étude, une très grande majorité des enseignants français interrogés indiquent tout le plaisir qu'ils ont à exercer leur métier et l'enthousiasme, une relation avec leur environnement professionnel très positive, un sentiment de travailler en collaboration avec les équipes éducatives est également souligné. C'est une étude passionnante, je ne citais que quelques chiffres, mais ça nous fait un bon point de départ pour interroger finalement à travers
ces 10 ans qui viennent de s'écouler et ce repositionnement d'un opérateur national sur la formation continue aux côtés des écoles académiques de formation. 10 ans qui ont vu aussi, vous vous souvenez, la création du schéma directeur de formation continue, les assises de la formation en 2019, puis le Grenelle de la formation en 2021-2022, et puis la création, je les ai cités, des écoles académiques. Donc, et puis évidemment le repositionnement aussi de Canopé dans ce moment. Et enfin, cette année, puisqu'on parle aussi du continuum formation initiale, formation continue, la réforme de la formation initiale. Donc c'est un bon moment pour relire aussi ces 10 ans au regard de cet enjeu de formation tout au long de la vie des enseignants. Notons aussi que la formation numérique, qui a été très fortement soulignée par Jean-Michel Blanquer, est un des axes forts de l'engagement des académies avec Réseau Canopé autour des territoires numériques éducatifs. Je salue la présence d'Olivier Vandard de France 2030 qui est avec nous aujourd'hui et de nos partenaires de la Caisse des dépôts engagés également sur cette politique publique de première importance. Alors, j'ai été trop longue, donc je vais poser ma première question. Je vais citer quelques résultats de Thalys qui nous interpellent. J'ai envie de me tourner vers vous, alors je vais dire vous, toi, Bénédicte, Robert, pour te demander, dans un premier temps, quelle analyse tu fais de ces résultats, que nous disent-ils des évolutions du métier enseignant ? Oui, merci pour cette passionnante question. Je pense que bonsoir à toutes et tous. Non, vous m'entendez pas? Si, ça, c'est mieux comme ça. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, tu m'as interrogée, Marie-Caroline, sur la question de ce que dit Thalys de l'évolution du métier enseignant. J'aurais envie de commencer par dire ce que nous dit Thalys aussi de l'évolution du public scolaire. Et de la nature du public scolaire en France. Je crois que c'est une des choses qui est très fortement mise en avant dans ce Thalys 2024, qui était déjà présent dans le Thalys de 2018, mais qui est renforcé, qui est que les enseignants déclarent, alors c'est peut-être un sentiment professionnel, mais néanmoins ils déclarent beaucoup plus que dans d'autres pays, avoir face à eux des élèves à défi. Alors ça, c'est mes mots à moi. Thalys parle de difficultés, d'élèves en difficulté scolaire, d'élèves à besoins particuliers. Et donc, c'est que ce soit sur le collège ou sur l'élémentaire, plus de la moitié des enseignants qui déclarent que plus de 10% de leurs élèves sont des élèves soit en difficulté, soit à besoins particuliers. Donc ça, c'est en soi un défi pour l'action publique et pour la politique éducative. Et à ce défi des élèves, on pourrait ajouter le défi des professeurs. Parce que dans le même temps, ce qu'ils déclarent, ces professeurs, c'est qu'ils ne se sentent pas professionnellement efficaces face à ces défis-là. Le sentiment d'auto-efficacité professionnelle est plutôt très bas. J'allais dire ça, en fait, Thalys déploie une histoire. Puisque donc les professeurs ont des élèves à besoin, ils disent qu'ils ont des élèves à besoin, ils se sentent eux-mêmes pas efficaces pour ces élèves à besoin, ils se sentent aussi très mal formés, particulièrement les professeurs des écoles en formation initiale. Donc là, effectivement, on a une réforme de la formation initiale, notamment sur le premier degré, qui devrait quand même significativement améliorer les choses. Mal formés aussi en formation continue, avec une formation continue qui ne répond pas à leurs besoins, tu l'as bien dit. Et j'ajouterai une dernière dimension. Je ne veux pas être trop noire, mais je pense qu'à un moment, il faut quand même aussi pouvoir parler des sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont progressé, mais ce sujet de la formation, du développement professionnel en France reste, de mon point de vue, très sous-dimensionné par rapport aux besoins. Et le dernier point, c'est la question des pratiques collaboratives, parce qu'il y a les dispositifs de formation institutionnalisés, la formation initiale, la formation continue, et puis il y a ce que l'on apprend au quotidien avec ses collègues dans des pratiques collaboratives. Et sur ce point-là aussi, malheureusement, Thalys nous dit qu'il y a moins de pratiques collaboratives en France que dans d'autres pays, moins d'opportunités donc de se développer professionnellement avec ses collègues. Et ça, je pense que ça renvoie au chantier de l'autonomie des écoles, de l'autonomie des établissements scolaires, qui est un chantier sur lequel, on le sait, la France est aussi un peu en retrait. Voilà. Donc une évolution d'abord du public scolaire. Je pense qu'il faut prendre la mesure du fait que les élèves qui sont à l'école française sont de plus en plus divers. On parle beaucoup notamment de la question de l'école inclusive, et que face à cela, on a des réponses pédagogiques à apporter, et
pour cela, il faut étayer nos enseignants et donc je crois que c'est plus que jamais l'ère de la nécessité de développer la formation continue et le développement professionnel. Merci pour cette analyse très à chaud. Je vais tendre le micro à Christian Lamy. Est-ce que du côté du Luxembourg, ces enseignements de Thalys, par exemple, sur la part des enseignants qui estiment que plus de 10% des élèves de leur classe ont des besoins éducatifs particuliers, est-ce que cet écho-là est en miroir de la situation que vivent les élèves du Luxembourg? Je crois que vous ne participez pas à Thalys, nonobstant... Oui, bonjour. Oui, c'est vrai que le Luxembourg n'a pas participé à Thalys, jamais en fait, ce qui est dommage parce qu'il nous manque des infos. Par contre, au Luxembourg, avec 12 000 enseignants, il suffit de faire le tour de 3 supermarchés pour faire une enquête. Et je peux confirmer que oui, il y a ce même ressenti. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est subjectif et c'est la réalité qui compte. Oui. Et voilà. Oui, c'est très émotionnel tout ça. Et ce que je crois que ce qui est important et il faut vraiment le souligner 3 fois, c'est qu'on s'adresse à des professionnels de l'éducation avec ce sondage, mais il y a des êtres humains qui répondent. Des êtres humains avec des craintes, des ambitions, des peurs, des besoins très très personnels. Les enseignants veulent être aimés, ils veulent se sentir compétents, ils veulent avoir des amis parmi les enseignants, les parents. Et je crois qu'il faut discuter des besoins des élèves, bien sûr. Pas de discussion là-dessus, mais il faut aussi considérer les besoins des enseignants qui sont souvent aussi des personnes... Non, ils sont toujours aussi des personnes privées dans leur salle de classe. Ils ont des enfants, ils voient la société se transformer et il y a un mélange entre ce qui est professionnel, ce qui est privé et ça devient très émotionnel. Il faut donner de l'espace à ça, il faut respecter cette dynamique et surtout dans nos institutions de formation contenu, il faut laisser la place à l'émotion, parfois des dimensions très intimes dans ce qui est formation contenu et pas croire qu'il n'y a que des professionnels à 100% dédiés à leurs élèves. Ils sont aussi axés sur eux-mêmes. Voilà, après, oui. La dimension personnelle ou en tout cas intime Oui, j'ai fait moi-même de la recherche sur l'insertion professionnelle et j'ai constaté qu'il y a pas mal de jeunes enseignants qui font un peu, je pèse mes mots, mais font un peu de n'importe quoi dans leur classe pendant les premières semaines, juste pour plaire aux parents, pour remplir les cahiers, juste pour être safe. Et ils m'ont dit au bout d'une année qu'ils savaient très bien que c'était pas pour les élèves, c'était pour eux-mêmes, pour se sécuriser. Il faut juste considérer ça sans juger et aider les enseignants, surtout les jeunes, mais pas que, de trouver un peu cette liberté et cette sécurité pour avancer pour les élèves. Et je crois que monsieur le ministre a parlé de l'intelligence artificielle. Je crois que les enseignants seront bien sûr remplacés en partie dans leur mission. Ils ne seront pas remplacés tout court, mais ça va créer une crise d'identité énorme. Et je crois que déjà, le métier est dans une crise et je crois qu'il faut vraiment que nous, on soit à leur côté pour bien les accueillir et bien les accompagner dans cette crise d'identité. Qui suis-je en tant qu'enseignant? Et ça va être un moment très, très dur, mais il y a aussi la chance de ressortir, renforcer tout ça. Une société qui est de plus en plus demandeur, cette attitude de service, j'achète une éducation, je vois un enseignant qui n'est pas parfait, mais j'ai quand même payé pour ça. C'est un peu cette attitude aussi, et il faut vivre avec ça, les enseignants, et ce n'est pas évident, et je crois que tout commence par être très honnête là-dessus, c'est émotionnel, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que nos institutions de formation, ce n'est pas des bâtiments où on se forme, mais c'est aussi des rencontres très humaines, très intimes, et il faut donner place à ça. La part de l'émotion, le soutien au début de carrière, on va tirer ce fil avec... vous, Madame la rectrice, avec toi, Nathalie, quelle perception de l'évolution des besoins en formation des enseignants te donne tes différentes expériences de rectrice, notamment? Je vais tenter de répondre à ça, Marie-Caroline. Merci pour ton invitation. Je vais parler sous le regard de mes collègues recteurs et rectrices. J'espère ne pas trahir leurs pensées. Ce que j'ai envie de répondre à ta question, c'est que les enseignantes et les enseignants nous disent 3 choses quand on les interroge sur leurs besoins. D'abord, ils veulent du sens. Enfin, elles et ils veulent du sens. Ils ont besoin de comprendre pourquoi on leur demande de changer ou de faire évoluer leur pratique pédagogique, à quoi ça répond en fait dans la société et quant à la demande de leurs élèves. Ils veulent aussi de l'efficacité et du concret, donc des formations sans doute plus brèves, plus ciblées aussi, qui s'appuient davantage encore sur des situations réelles de classe,
qui leur permettent de voir aussi des effets immédiats dans leur pratique pédagogique. Donc derrière tout cela, ils vont être demandeurs sans doute de plus de granularité, d'une applicabilité plus affirmée des formations. Des formations plus adaptées à leur contexte particulier, donc le type de public auquel ils sont confrontés, le type d'établissement scolaire dans lequel ils ou elles enseignent, et puis aussi des formats plus variés, du présentiel certes, mais aussi du distanciel, de l'hybridation, de l'auto-formation en ligne. Et j'ai envie de dire que... et puis la troisième chose, c'est qu'ils sont demandeurs de collectifs, de davantage de collectifs. Ça répond à ce que tu disais, Bénédicte, le fait que le format constellation est très prisé, les ateliers de co-développement, les échanges entre pairs. Et puis ce que je voudrais ajouter peut-être, c'est qu'il y a sans doute des nuances territoriales. Dans les territoires ruraux, et mon académie est vraiment très concernée par cela, il y a une demande de rompre l'isolement, de faire un travail sur l'interdegré, peut-être plus poussé, de favoriser effectivement les collaborations. Dans les zones urbaines, on se rend compte qu'on a une demande de clés pour gérer la complexité, pour gérer mieux la différenciation, pour gérer mieux la prévention du décrochage. Et puis, partout, alors le besoin de formation sur le numérique éducatif, sur, le ministre l'a dit, l'IA, la manière de l'intégrer dans sa pratique pédagogique, des formations sur le bien-être au travail, sur le climat scolaire. Mais peut-être ces nuances territoriales qui sont à réfléchir. Enfin, en tout cas, je glisse ça dans le débat. Voilà, ça fait écho, évidemment, opérateurs installés en territoire à vos côtés, dans tous les départements. Pour, encore une fois, tirer ce fil de l'évolution des besoins avec un double regard, Jean-Marc Méraud, qui a été aussi DNE, directeur du numérique pour l'éducation, que nous disent aussi les enseignants de par le monde, avec ta casquette aujourd'hui de directeur général de la mission laïque, en termes de besoins de formation. Est-ce que ça fait écho à ce que soulignait Madame la rectrice à l'instant? Alors oui, je vais peut-être faire une petite discrétion, parce que je trouve que, pour revenir sur l'enquête Thalys, en fin de compte, je la trouve très positive, cette enquête. Pourquoi elle est très positive? Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, les enseignants nous disent qu'ils sont face à des élèves à défi. Pendant longtemps, ils ne l'ont pas dit. Et donc, pendant longtemps, ils n'ont pas identifié toujours qu'ils avaient des élèves à défi devant eux. Et c'est ça qui est très positif aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on identifie beaucoup mieux aujourd'hui la question des troubles des apprentissages, on identifie. Alors après, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est peut-être que leur accompagnement n'a pas été à la hauteur de l'identification de ces problèmes. Mais moi, je suis un ancien élève, qui était un élève à besoins éducatifs particuliers. Je peux vous dire qu'à mon époque, on n'identifiait pas les élèves à besoins éducatifs particuliers. La réalité, c'est celle-là. Et voilà, moi, j'avais des profs qui ne comprenaient pas les problèmes que je pouvais avoir. Et donc, la question, c'est que aujourd'hui, on arrive à bien mieux identifier tout ça. Et donc, je trouve que c'est positif parce que, on a sûrement plus d'outils, on a des enseignants qui sont plus concernés par rapport à ces questions-là. Et donc, c'est une dimension aussi très intéressante. Après, la question, c'est que ça vient... Là encore, tout à l'heure, le ministre parlait d'enseignants augmentés grâce au numérique, mais c'est augmenté aussi en lien avec la complexité du métier d'enseignant aujourd'hui. C'est-à-dire que le métier, du coup, c'est complexifié. Et donc, il faut intégrer cette complexité. Et je pense que l'institution n'a pas totalement été en mesure de pouvoir intégrer elle-même cette complexité dans ses parcours de formation, dans cette capacité d'accompagnement. Et je pense que tout ça aujourd'hui est un vrai défi pour l'institution. Et on pourrait aussi dire que dans le cadre, les enjeux de différenciation pédagogique, ce sont ceux-là essentiellement aujourd'hui qu'il faut porter dans le cadre des politiques, en particulier de formation telles qu'elles peuvent être portées. Alors si je reprends la casquette un peu plus internationale, nous, on gère 108 établissements dans le monde. On va dire qu'on a plutôt des élèves qui n'ont pas beaucoup de difficultés. Si, ils en ont quand même.
Parce qu'en fin de compte, on se retrouve dans beaucoup de pays où il n'y a pas autre chose à côté pour les élèves qui sont en très grande difficulté. Donc dans nos établissements, on se retrouve avec des très lourds handicaps qu'il nous faut aussi accompagner. Et ça demande, là aussi, le développement de formations très spécifiques, très dédiées. C'est pas dans certains de nos établissements, nous avons 20% d'élèves qui sont en très très grande difficulté avec des handicaps très lourds. Donc on a dû accompagner nos enseignants, pour qu'ils puissent là aussi trouver des solutions, les intégrer dans les classes pour pouvoir faire qu'on puisse respecter bien évidemment la loi de 2005, parce que nous sommes des établissements français à l'étranger qui respectons l'ensemble des programmes, en tout cas l'ensemble de l'éducation à la française. Et donc dans ce contexte-là, on a été amené vraiment à repenser aussi cette intégration de manière très très forte. Et ça passe, et l'autre dimension aussi, alors peut-être que c'est peut-être un peu, le contexte est différent, mais dans nos établissements, nous avons que 20% d'élèves, d'enseignants qui sont formés, qui sont des détachés, qui sont des personnels de l'éducation nationale. Un point important de la formation tout au long de la vie. Donc j'ai 80% des enseignants qui n'ont pas été formés, ou en tout cas qui ont une formation qui n'a pas toujours été, en tout cas qui n'est pas celle, qui n'est pas académique, et qu'il faut accompagner encore plus. Mais on sent une certaine plasticité, on va dire, de ces publics-là à intégrer cette complexité. Et donc pour nous, on arrive très souvent à mieux accompagner ces enseignants et à faire qu'ils puissent intégrer beaucoup plus ces problématiques-là dans leur pratique. Et donc, j'ai envie de dire, on est aussi sur un autre public enseignant. Et je pense que c'est une dimension aussi à intégrer, c'est-à-dire sûrement des fois accepter de déconstruire la formation initiale pour reconstruire. Et je pense que c'est des enjeux qui sont absolument essentiels aujourd'hui quand on se retrouve face à cet enjeu de complexité. Des enjeux aussi peut-être préfigurateurs de l'évolution des systèmes éducatifs. Je vais revenir à toi, Christian Lamy, pour justement, en écho avec ce que vient de dire Jean-Marc Mériot, que tu puisses nous expliquer comment est organisé le pilotage de la formation continue au Luxembourg. Simplement un éclairage. Et ensuite, on regardera nos questions de pilotage sur notre territoire avec Madame la rectrice. D'abord, je veux constater qu'on demande à nos enseignants de différencier en classe, de prendre compte de différents types d'apprenants dans la classe. Et je crois que nous, les instituts de formation, nous devons aussi considérer qu'il y a différents types d'enseignants, différents types d'adultes apprenants. Et je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, la différenciation des formats, c'est super important. Il faut répondre aux différentes contraintes privées aussi des enseignants. Est-ce qu'ils ont le temps de se déplacer? Est-ce qu'ils veulent plutôt lire, écouter, voyager, parler, partager? Voilà. Et je crois que c'est très important. Et au Luxembourg, il y a une obligation de se former. Par contre, les enseignants peuvent se former. Un nombre d'heures obligatoire? C'est en moyenne 16 heures par année. C'est pas beaucoup et c'est beaucoup. Et ça nous permet. Premier et second degré. Oui, voilà, pour tout le monde. Éducateurs, psychologues aussi, c'est important. Nous, l'Institut de formation de l'éducation nationale, on est en charge de tous ceux qui travaillent pour l'éducation au Luxembourg et on essaie vraiment de mixer aussi ce public, des gens qui ne se rencontrent pas au quotidien. Je crois que c'est une caractéristique de notre institut, c'est vraiment, on est responsable pour tous les professionnels. Une deuxième caractéristique, c'est qu'on est responsable pour tout le continuum, toute la biographie professionnelle. Dès le premier jour de travail, il y a une insertion professionnelle obligatoire. Tu peux rester en contact avec nous jusqu'au dernier jour. Nous avons des conférences qui traitent la discussion de la retraite. Qu'est-ce que je fais pendant les 2 dernières années? Comment je peux ressortir de l'énergie pour partager mon expérience, pour être la meilleure version de moi? Voilà, alors c'est une autre caractéristique. Et une deuxième caractéristique, et je crois que c'est un sujet qu'il faut creuser après, c'est l'individuel et le collectif. Il ne faut pas juste se former individuellement, il faut aussi que l'organisation se développe et on essaie aussi de rejoindre ces deux bouts. Voilà, on fait partie du ministère de l'Éducation et on est responsable pour tout le Luxembourg. Bon, ça ne va pas vous impressionner, hein. mais c'est quand même important. Le ratio entre le nombre de personnes à l'IFEN qui a augmenté ces dernières années, oui, et le nombre d'enseignants du Luxembourg, donc le nombre d'enseignants à former. On parle d'un public cible de 17 000 personnes à peu près, on est 180 à travailler
pour mettre en place un dispositif de formation. Après, il y a bien sûr les conseils pédagogiques qui font l'accompagnement dans les écoles des nouveaux enseignants. Il y a pas mal nous avons un réseau de 2000 formateurs qu'on recrute partout en Europe, qui sont liés par contrat à l'IFEN. Si vous avez envie de donner formation au Luxembourg, n'hésitez pas. On est content de faire venir de l'expertise au Luxembourg, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a de l'expertise dans les écoles. C'est génial ce qu'on retrouve dans les classes, sauf que les enseignants, ils n'ont pas de voix. Et on fait beaucoup de micro-trottoirs. On a un site, IFEN Inspire, où on fait des podcasts juste pour inspirer et pour montrer à l'exemple ce qui se fait déjà au Luxembourg. Il ne faut pas toujours importer les experts d'ailleurs. Voilà, c'est un peu ça la philosophie. Et juste pour terminer là-dessus, la diversification, c'est super important. Et je n'ai pas peur d'utiliser le mot de marketing. Il faut vraiment séduire, il faut aller chercher sa clientèle. J'utilise vraiment ce terme du privé en quelque sorte. On fait partie du ministère, mais il faut lutter pour l'attention. C'est une question d'émotion aussi. Il faut que les enseignants aient envie de venir apprendre. Ça va main en main avec les émotions. Et nous avons refait tout notre logo, les couleurs de l'IFEN, juste pour aller vers les enseignants. Et je vois là le plaisir de se former. Le plaisir, c'est notre devoir d'abord pour créer le plaisir. Et il y a tout un dispositif qui va dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut renforcer les cellules de communication. Parce que c'est une question de communication. Et après, les enseignants, ils adorent venir. Et après, le transfert dans les classes, c'est ce qui compte en fin de compte. Nous travaillons beaucoup avec nos formateurs pour qu'il y ait transfert dans les classes. Si les enfants ne remarquent pas que l'enseignant s'est formé, on ne peut rester chez nous aussi. Et je crois que les élèves... Vous avez des indicateurs pour mesurer absolument. La perception par les élèves de l'impact en formation des enseignants. Oui, je dis toujours, les enfants, les jeunes sont les actionnaires de l'IFEN. C'est à eux qu'on doit nos comptes. Ce n'est pas les enseignants. Je suis méchant quand je dis je m'en fous un peu des enseignants. Non, bien sûr pas. Mais ce qui compte, c'est les enfants. Et sinon, il faut vraiment aller au bout des choses. Et oui, nous essayons de communiquer avec les élèves. Ce n'est pas évident, mais il faut vraiment apprendre et comprendre ce qui se fait dans les classes. C'est la seule chose qui compte pour aller au bout des choses. Et je crois que vous avez parlé de sens tout à l'heure. Si on veut faire quelque chose qui a sens, il faut demander aux enfants si on a bien travaillé. Alors, on va encore une fois retraverser la frontière pour revenir dans la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Et là, effectivement, tu as cité le plaisir de se former, qui est donc pardon pour le mot un peu marketing, mais la baseline de Canopé. Et effectivement, le sujet de ces 10 ans, c'est aussi, on a une organisation qui est très différente de celle que tu as décrite. On a des écoles académiques de formation continue qui ont vu le jour pratiquement au même moment que le repositionnement de réseau Canopé. J'en profite pour saluer monsieur le directeur général des ressources humaines qui vient de nous rejoindre et qui rassurera la conclusion. Merci pour ta présence. Donc j'ai tracé ce fil. Donc on a aussi un enjeu d'articulation, en tout cas entre l'opérateur Canopé, les écoles académiques de formation continue. Donc sur cette question de pilotage que je reprends pour toi, chère Nathalie, voilà, quelle articulation féconde avec les outils qu'on a sous la main et puis dans un contexte de moyens très contraints que nous vivons aussi. Alors, ce qu'on essaie de faire dans mon académie, bien humblement, c'est de bien considérer que piloter la formation des enseignants, c'est piloter un écosystème avec cette ambition que la formation, ça doit être un levier de transformation collective. Et donc, on essaie de cultiver cette idée que ça ne doit pas être une accumulation de dispositifs, ou une succession de dispositifs, mais bien quelque chose qu'on met en cohérence pour penser un continuum de développement professionnel, monsieur le DGRH. Pour ça, 3 idées qu'on va essayer de mêler. D'abord, un pilotage partagé. Et on va reparler du lien entre EAFC et Canopé auquel on tient beaucoup dans cette académie. Un pilotage partagé, mais partagé au sens large avec les corps d'inspection, avec les chefs d'établissement, avec les formateurs de terrain. C'est un réseau très vivant qu'on cherche à constituer, réactif, attentif aux signaux faibles, à ceux que vont nous donner les enseignants, à travers plein de moments. Le moment, ça peut être celui de l'évaluation d'un établissement, au gré de laquelle voilà, on va identifier des besoins. Ça peut être le rôle également des réseaux, ça peut être le fait de privilégier une logique de parcours, ce qu'on essaie effectivement de faire.
la volonté de mettre en place des formations plus proches du terrain, des fils, des FIR. On s'appuie sur les données, on s'appuie sur le dialogue, et puis on s'appuie aussi sur cette idée donc, que je redis, qu'il faut que la formation soit moteur d'attractivité, de sens pour nos enseignants. Alors pour tout ça, effectivement, notre articulation EAFC Canopé, c'est une académie qui a toujours eu d'excellentes relations avec les directeurs territoriaux. Je salue d'ailleurs Laurent Teinturier, que j'ai vu tout à l'heure, Laure Luchet, que je sais être dans la salle. Je les salue parce qu'on travaille très bien ensemble et c'est un vrai plaisir. Quand on articule ça, alors très classiquement, l'EAFC, c'est on va dire le bras structurant de la formation, celui qui organise, qui planifie, celui qui certifie aussi, celui qui met en mouvement. Et puis Canopé va nous apporter la dimension inspirante, créative, ce qui est, je crois, l'ADN de Canopé. La première complémentarité pour nous, elle est opérationnelle. Le AFC va définir les axes stratégiques de la formation, enfin, du parcours de formation, tandis que Canopé va nous apporter des ressources, bien sûr, des dispositifs pédagogiques concrets, souvent innovants, des ateliers de mise en pratique, par exemple des scénarios pédagogiques, des outils numériques, des manuels numériques, des capsules vidéo. La deuxième complémentarité, à mon sens, elle tient aux modalités. Le AFC, pour l'Académie de Besançon, conçoit des actions de formation en lien avec les pilotes, les organise, les programmes, les planifie en présentiel, en hybride, de plus en plus, dans un cadre institutionnel. Et puis Canopé, avec toute la souplesse qui caractérise l'opérateur, va amener des ressources qui sont accessibles à tout moment. Ça, c'est évidemment extrêmement précieux pour nos enseignantes ou nos enseignants, très, très demandé. Elle va apporter des webinaires, elle va apporter des accompagnements de proximité. Et tout ça fait que le duo est gagnant. Voilà. Le duo EAFC Canopé est gagnant parce que complémentaire. Je crois que l'un sans l'autre perd de sa puissance. Le AFC a besoin de la capacité de Canopé à amener la créativité, à donner davantage envie, à rendre plus visible aussi certains axes de formation, à outiller concrètement les enseignants. Et puis à l'inverse, Canopé, c'est ce que je pense en tout cas, gagne à s'inscrire dans la cohérence académique qui est portée par le AFC pour que l'innovation trouve place dans un cadre structuré. Et donc c'est l'alliage du cadre et du souffle qui peut-être rend ce duo percutant dans l'académie. J'aime beaucoup le cadre et le souffle. En tout cas, c'est très, très éclairant ton regard. Merci beaucoup. Et ça va nous inspirer, effectivement, pour renforcer ces collaborations sur le terrain. Dans ces articulations et ces points nodaux, c'est mieux, que pose le sujet de la formation continue, il y a l'éternel sujet, comment on articule en fait les besoins individuels de formation. Ton intervention, Christian, sur les éléments marketing, c'est-à-dire attirer l'individu dans un acte de développement professionnel et les besoins de l'institution. Et donc cette problématique-là, elle revient aussi sur la façon dont on va reconnaître l'investissement individuel en formation, comment l'institution le reconnaît. Et voilà, ce questionnement est très vif. Alors je me tourne vers toi, Bénédicte, peut-être pour éclairer ce sujet qui est très prégnant dans notre institution aussi. Oui, alors il y a plusieurs questions. Individuel aux besoins de l'institution est une vraie question.
J'ai tendance à penser que quand on répond aux besoins individuels des enseignants, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, on répond aux besoins de l'institution. C'est pas forcément comme ça que le sujet a été posé complètement jusqu'à présent, mais je pense quand même qu'on a intérêt à travailler avec l'automotivation des enseignants à se former. Cette automotivation à se former, elle n'est pas toujours là, parce qu'en fait, dans le premier degré, on a une obligation réglementaire à se former, comme au Luxembourg, 18 heures. Sur les 108 heures en dehors des enseignants, des élèves. Dans le second degré, nous n'avons pas d'obligation réglementaire, enfin les enseignants n'ont pas d'obligation réglementaire à se former. Donc quand ils se forment, ils se forment en dehors des heures de cours. Alors précédemment, ils se formaient aussi pendant les heures de cours, ça a posé quelques difficultés, donc maintenant ils se forment en dehors des heures de cours. Mais du coup, en fait, il y a quand même un espace pour la formation qui aujourd'hui dans le second degré n'est pas bien identifié. Et ça, je pense quand même que ça pose question, que ça a eu un effet un peu, j'allais dire, d'un côté, il y a toute la belle dynamique autour de la formation continue que tu évoquais, les assises de la formation continue, le Grenelle de l'éducation, la création des EFC dans la lignée du Grenelle, la refonte de réseau Canopé, les partenariats en territoire qui ont pu être noués, et puis sur le second degré, cette histoire de priorité au face-à-face pédagogique qui, je crois, a fait quand même un peu de mal à la formation continue dans le second degré. Bon, cette parenthèse étant close, la question c'est un peu aussi comment est-ce qu'on, dans ta question, il y avait une deuxième question, comment est-ce qu'on reconnaît l'engagement des enseignants en formation, puisque donc on a identifié que ça pouvait représenter un certain coût. On pense, nous, l'institution, que c'est une bonne chose que les enseignants se forment. Eux peuvent penser que ça représente un certain coût. Donc comment est-ce qu'on reconnaît ça? Et ça, je crois qu'on peut encore travailler, là je regarde peut-être notre nouveau DGRH, on peut encore travailler à la reconnaissance des compétences qui sont acquises à travers la formation. On a en France une logique qui est très basée sur les compétences valorisées dans la certification, les processus de certification. Notamment, on a des enseignants qui s'engagent de manière très lourde dans la certification KPI qui leur permettra d'accéder ensuite à des fonctions d'enseignants spécialisés pour les élèves en situation de handicap. C'est une formation qui est extraordinairement lourde, du coup qui est vraiment très marginale dans notre système éducatif. Et en fait, on n'a pas grand-chose entre des formations un peu one-shot, alors pas complètement one-shot, parce que quand même tout le travail des EAFC ces dernières années a été de travailler sur des logiques de parcours de formation. Mais un enseignant qui s'engage dans un parcours de formation, par exemple de 18 heures, bah, ça figurera nulle part finalement dans son dossier RH. Et il me semble que dans des logiques de construction de compétences en lien avec ces logiques de parcours dans les écoles académiques de la formation continue et avec Réseau Canopé, on pourrait penser construire des logiques de compétences qui s'accroissent. Je pense, on parlait tout à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. Bon, on ne va pas former un enseignant hyper expert de l'intelligence artificielle en 18 heures. J'y crois pas. Par contre, peut-être que la première année, il va faire le module 1, la deuxième année, il fera le module 2, la troisième année, il fera le module 3, et à la fin de la troisième année, effectivement, il sera sans doute très capable d'utiliser l'intelligence artificielle, peut-être même capable de former ses collègues en école ou en établissement. Bah ça, cette logique-là, aujourd'hui, je la vois. C'est peut-être une marge de progression dans notre système. Alors, du coup, j'ai très envie de demander à Christian Lamy si c'est à la fois ce qu'a dit Bénédicte sur le positionnement des temps de formation dans le temps de l'enseignant, comment ça se passe au Luxembourg, et si vous avez développé aussi des outils de reconnaissance, alors des badges, des certifications, pour dire bah, tu t'es formé et voilà, tu as un progrès dans ta carrière. Et je poserai la même question à Jean-Marc Mérieux, donc à un système autonome, on va dire, de formation à l'intérieur de la mission laïque. Bah, le grand défi, c'est que tu participes à une formation à l'IFEN et tu auras une attestation de présence avec une belle signature de moi-même, mais je n'ai jamais la garantie que l'enseignant a vraiment emmené son cerveau. Et c'est ça le grand défi. Et de toute façon, tout ce qui est certification, attestation, je m'en fous un peu. Ce qui compte, c'est vraiment le moment. Il faut bien former, il faut mettre en place
un Pourquoi environnement tu dis que tu t'en fous un peu? Parce que je peux jamais, à moins qu'on fasse vraiment des examens, voilà. Mais là, on essaie vraiment, l'IFEN, on essaie vraiment de se positionner en tant qu'institut ressources. On est ouvert à l'apprentissage. C'est tous des adultes. J'essaye de travailler leur motivation. J'espère qu'ils viennent bien intentionnés pour bien voilà, augmenter la qualité de leur enseignement. Mais je ne veux pas trop dépenser, c'est pour ça que je m'en fous, je suis un peu méchant, mais je ne veux pas gaspiller trop de temps de discuter des choses, certification, les tests. Comment est-ce que je peux attester ou certifier l'augmentation d'une compétence d'un enseignant sans vraiment mesurer et examiner, voilà. Mais ça, c'est une perte de temps. Il y a ce proverbe, on peut peser un cochon 3 fois par jour, il ne va pas grossir autant. Ça va être la deuxième expression qu'on va retenir, après le cadre et le souffle. Non, mais c'est comme pour les écoles, les enseignants qui n'arrêtent pas à évaluer. Et je demande, mais quand est-ce que vous apprenez? Et c'est pour ça qu'il faut trouver un bon mélange entre, oui, se rassurer qu'il y a vraiment un output. Bien sûr, je ne m'en fous pas du tout du sens de ce qu'on fait, je ne m'en fous pas du tout de ce que ça fait avec les enseignants. Tu as cité tout à l'heure les mais jamais je veux chez les certifier élèves. avec ma signature qu'il y a eu apprentissage, parce que je ne peux pas garantir. Et c'est pour ça qu'il faut travailler d'autres dimensions. Et je crois que par la diversification des formats, déjà, ce qui est important, je veux toujours qu'un enseignant qui vient se former, un psychologue éducateur, il se pose 2 questions, ou même 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que je veux faire, le sujet, la thématique. Deuxième grande question, c'est comment est-ce que je veux me former. Nous organisons des ciné-débats où il y a des documentaires, tables rondes. Nous organisons des marches pédagogiques. Vous connaissez la marche gourmande? On fait des marches pédagogiques, des randos où les enseignants rencontrent leurs formateurs sous un arbre dans les forêts. Nous avons des vernissages pédagogiques où on discute pédagogie autour de chefs-d'œuvre. Voilà juste 3 exemples pour montrer qu'on peut très bien être créatif, stimulant et demander aux enseignants vraiment de s'investir honnêtement. Et c'est à nous de commencer à proposer des choses surprenantes et stimulantes. Voilà. Et je crois que c'est là le secret du succès, vraiment. Concentrons-nous sur la qualité de nos formations, la qualité de nos formateurs. J'ai dit, nous avons 2000 formateurs qui travaillent avec nous, pour nous, mais nous avons créé une cellule qui a ces formateurs en tant que public cible. Il faut que les formateurs bougent aussi, parce que surtout dans la digitalisation, ces formateurs-là, ils ne savent pas comment former à distance. Et là, il faut vraiment les accompagner. Alors, il y a vraiment cette formation à 2 niveaux, les formateurs qui se forment et bien sûr les enseignants, à ce que les élèves puissent apprendre. Et c'est un sujet qui résonne aussi avec notre mission, puisqu'on est aussi positionné sur la formation de formateurs dans certaines académies et en partenariat avec certaines EFC. Du coup, je t'ai promis de poser la même question. Donc, dans un système de formation continue autonome, je ne sais pas si on peut présenter ça comme cela, quelle reconnaissance de l'investissement en formation est proposée? 1, 2. Alors, la question de la valorisation, vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement français à l'étranger repose avant tout aussi sur des modèles économiques bien spécifiques. Et donc, on est quand même dans une approche aussi totalement différente, en particulier sur la valorisation salariale des enseignants. Et donc, la question, elle passe aussi par là. Et je pense que la question devra aussi passer par là dans le cadre de la valorisation des compétences, en tout cas des formations qu'auront pu... voilà, c'est pas une question à éluder. Et je pense que là-dessus, il faut quand même bien évidemment aussi l'intégrer, parce que tout enseignant qui se forme, tout enseignant qui a passé du temps à se former, doit être valorisé, certes, dans sa pratique, mais pas seulement que dans l'institution, mais elle doit aussi avoir une dimension aussi salariale. Et je pense que c'est nous, on est beaucoup plus confrontés à ces questions-là dans un environnement international, parce que nous avons une concurrence très très forte avec des autres environnements éducatifs qui travaillent comme ça. Donc nous sommes confrontés à cette concurrence-là, en particulier des écoles internationales, qui font qu'on doit aussi intégrer cette dimension-là. Alors je vais revenir quand même sur un certain nombre de choses aussi qui ont été dites. Alors, sinon, il y a aussi une autre dimension, sur la valorisation. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et qui n'ont pas spécialement abouti jusqu'à maintenant. C'est la question de la valorisation entre pairs. D'accord ? Et en particulier, au grand moment de la blockchain, qui est un peu derrière nous maintenant, mais en tout cas qui continue, la question de pouvoir faire qu'on puisse certifier les compétences dans une relation de pair à pair était une vraie question. Et ce n'est pas l'institution qui doit spécialement valoriser
elle peut, en tout cas c'est compétente, elle peut être aussi reconnue dans cette capacité par d'autres, et entre autres par d'autres collègues ou par des pairs. Et je pense que cette dimension-là, elle était à l'époque très stimulante. Bon, je me suis un peu éloigné de ces questions-là, mais il y avait des très beaux travaux universitaires qui avaient été faits sur ces enjeux-là. Ensuite, j'insisterai sur une autre chose, parce que bon, c'est vrai que ça fait faire 3 ans et demi que je parcours le monde, et donc j'ai été confronté à plein d'organisations scolaires très différentes, et en particulier aux États-Unis, puisqu'on est amené à gérer le premier réseau de lycées français aux États-Unis. Et quand vous vous baladez dans l'ensemble de ces écoles, vous observez quelque chose, c'est la question du pilotage pédagogique, qui est très très fort. Très très fort dans le sens où vous avez un encadrement intermédiaire très important. Important en nombre et en nombre. C'est-à-dire que vous avez des responsables de cycle, vous avez des responsables de discipline, vous avez tout un encadrement intermédiaire qui joue un vrai rôle d'encadrement intermédiaire. Très souvent avec une relation hiérarchique avec les enseignants. Et donc, et une vraie coordination des progressions pédagogiques en particulier. Et donc ces personnels d'encadrement intermédiaire, ils ont une vraie aussi capacité à pouvoir identifier les besoins en formation de leurs enseignants. Et il y a une telle proximité dans cette relation-là, et donc j'ai envie de dire, il y a voilà, quand on pose la question de savoir quels sont les besoins de l'institution par rapport aux besoins individuels, cette relation à l'encadrement intermédiaire est absolument essentielle. Ce n'est pas le cas dans notre système aujourd'hui. Je nuancerai. Mais... Non, en tout cas pas aussi poussé que celui-ci. Et donc la question, elle réside aussi beaucoup dans cette... et ça revient d'ailleurs sur une autre question qui est absolument essentielle pour moi, parce que dans l'ensemble des études aussi, l'OCDE reprécise bien que l'efficience des systèmes éducatifs repose sur la capacité qu'ont les enseignants à travailler ensemble. Hein. Voilà. Tout ça, ça a été démontré depuis de longues années. L'encadrement intermédiaire permet aussi ça. C'est-à-dire qu'elle renforce la capacité qu'ont les enseignants. Donc d'être dans des pratiques collaboratives qui sont totalement repensées. Donc c'est vraiment des réflexions qui, je pense, en tout cas nous, on est dans un grand projet de transformation de notre modèle pédagogique qui s'appelle MLF 2030 aujourd'hui. On est en train de repenser. Et on repense surtout les référentiels enseignants. Parce que il faut savoir ce qu'on attend de l'enseignant, avant tout, pour pouvoir identifier son besoin en formation. Donc, on est en train de repenser totalement nos référentiels, et pour bien permettre de calibrer ce qu'on veut que l'enseignant puisse apporter à l'élève. Et c'est à partir de ce référentiel-là qu'on va aussi identifier l'ensemble des besoins de formation. Donc c'est des approches très matricielles en fin de compte, mais on ne sait pas gérer le matriciel dans nos organisations, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir gérer de l'horizontalité avec la verticalité. Et donc l'enjeu repose aussi beaucoup dans des approches managériales. Tout à l'heure, on a utilisé le mot de marketing. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot de management dans nos systèmes éducatifs parce qu'ils sont absolument essentiels. Et donc, ça repose aussi sur quelle est notre capacité à savoir bien évaluer les enseignants. Je ne vous rappelle pas la question de l'évaluation des enseignants quand même. Voilà, là, on a fait des progrès énormes depuis quelques années, mais pendant longtemps, voilà, ça passait. Voilà, ce n'était pas le chef d'établissement qui avait un pouvoir d'évaluation sur ses enseignants, alors que c'est lui qui est en contact avec eux tous les jours. Donc les questions de cet ordre-là sont absolument cruciales. Nous, là aussi, dans le cadre de toute cette politique, ça repose sur une remise à plat totale de l'évaluation des compétences. Je terminerai sur un dernier point, excuse-moi si je suis un peu loin, mais il y a une dernière dimension, c'est que on demande à nos enseignants de savoir évaluer par les compétences. Nous ne savons pas évaluer nos enseignants par les compétences. Et donc, quand même, c'est aussi un peu une aberration du système, c'est-à-dire qu'on a un enjeu de savoir valoriser les compétences de nos enseignants, pas seulement... voilà. Et je pense que là-dessus, il y a une question absolument centrale aussi de savoir évaluer par compétences nos enseignants.
C'est très lié à la valorisation dans la carrière de l'investissement dans le développement professionnel. Mais j'imagine que ça fait écho aussi à beaucoup de situations, parce que ce sujet, on a parlé de la formation de formateurs, on a parlé du management, des cadres intermédiaires. Ce que tu dis, je cite aussi la démarche d'évaluation des établissements et des formations qui peuvent être organisées en fonction des évaluations des établissements. C'est un sujet sur lequel nous travaillons avec le CE et avec les écoles académiques de formation continue à Canopée pour avoir des formations. On l'a fait aussi à Niort, tu avais eu l'occasion de le visiter, Bénédicte. Donc des formations dans l'établissement en fonction de ce que dit l'évaluation de l'établissement en collectif. Bon, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, mais effectivement, la question du management intermédiaire, des formations peut-être articulées, formation des enseignants, formation des chefs d'établissement, et finalement de la valorisation de l'investissement dans le développement professionnel des enseignants. Je pense qu'on revient quand même à ce sujet. Nathalie Albert-Moretti, est-ce que ça évoque peut-être des réussites ou en tout cas des expérimentations? Je parlais des évaluations d'établissement, c'est un outil de pilotage, également en formation, je dirais. Sinon, je peux passer mon micro. J'étais plutôt en train de réfléchir à cette question de comment valoriser l'investissement en formation des enseignants en lien avec ce qu'a dit Bénédicte sur la certification. Je me disais que peut-être il y avait aussi d'autres vecteurs pour nous de valoriser cela. C'est d'abord de faire de ces enseignants-là des acteurs de la formation, elles et eux-mêmes, évidemment. On capitalise sur la formation dont ils ont bénéficié. Ça peut être aussi, dès lors qu'ils se sont inscrits dans une logique de parcours, de voir en eux des experts spécifiques de tel ou tel domaine. Je sais pas, prenons un exemple, si tel enseignant s'est particulièrement investi dans la formation sur l'égalité filles-garçons, voilà quelqu'un qu'on peut repérer comme expert de ce sujet et en faire demain un référent, une référente. Tel enseignant qui s'est particulièrement investi sur la formation en EAC, ça peut être demain notre DRAIAC ou DAIAC en académie, selon l'organisation particulière de l'académie ou de la région académique dans laquelle on se trouve. Et donc, voilà, c'est aussi constituer des viviers dès lors que ces enseignants-là ont envie de prolonger ce sur quoi ils ont investi autrement ou en plus. Je ne sais pas si je suis hors sujet, mais en tout cas, ça me faisait penser à ça. C'est des outils de valorisation dans la formation de formateurs. Au Luxembourg, est-ce que ça résonne avec des expérimentations ou des dispositifs particuliers? On a plusieurs sujets sur la table. La valorisation de l'investissement dans le développement professionnel. On a le sujet, effectivement, des outils de pilotage, de la reconnaissance des compétences spécifiques des enseignants. Moi, j'aimerais bien ajouter à ce sujet de valorisation le mot fierté, rendre la fierté au métier des enseignants. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'enseignants et enseignantes qui ont des choses magnifiques à proposer. Il faut juste leur donner l'espace et la voix pour partager. Je vois l'IFEN, au Luxembourg en tout cas, comme une plaza, un carrefour, où on peut vraiment croiser les regards et ressortir renforcé. Je crois que ce sujet, ce que je constate au Luxembourg, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes de formation sur demande, sur mesure et dans les écoles. Il y a quelques années, on avait un grand catalogue national, les enseignants s'inscrivaient au niveau individuel. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes, mais venez vers nous. Et je crois que c'est très très bon parce qu'on peut contextualiser, mais en même temps, il reste un grand défi parce qu'il y a pas mal d'enseignants qui se cachent aussi un peu derrière les objectifs partagés. Chaque école doit avoir son plan de développement scolaire. C'est tout beau d'avoir un grand objectif partagé, mais après, il faut que chaque individu bouge. Il faut que je fasse demain quelque chose de différent de ce que j'ai fait aujourd'hui, sinon rien ne va changer. Je n'ai jamais vu une organisation changer sans que les personnes changent qui travaillent là-bas. Et ça, c'est le grand défi. Comment est-ce qu'on peut faire par l'accompagnement à ce que chaque enseignant se sente vraiment concerné par cet objectif, cette ambition partagée. Et je crois que tout ce qui est formation in-house, les formateurs qui vont dans les écoles, nous avons une équipe de 15 enseignants spécialisés en développement scolaire qui vont à la rencontre des établissements pour déjà demander, mais est-ce que vous êtes sûr par rapport à votre besoin? Est-ce que vous êtes sûr par rapport à votre stratégie de transfert après? Ce n'est pas juste leur fournir un formateur, organiser une belle journée pédagogique, mais il faut un avant et un après. Et je crois que c'est très important, parlant qualité, d'avoir vraiment cette offre holistique
dans les écoles, mais après, il faut aller chercher chaque enseignant, parce que si j'ai un objectif partagé, la question c'est toi et toi et toi. C'est quoi ton point de départ? Comment toi, tu vas te former pour contribuer à ce grand projet que vous avez? Ça rejoint la question de l'accompagnement dans le développement des compétences des enseignants et des référentiels. Absolument. Et c'est pour ça qu'il y a ce mariage entre le collectif, l'individuel, le jeu, le nous, mais c'est pas automatique. Il faut vraiment l'accompagner. Et je vois que parfois les écoles, ils s'opposent un peu parce que c'est laborieux. Il faut prendre du temps, il faut passer du temps dans les réunions, il faut réfléchir. Et c'est plus facile juste de se mettre dans une réunion ou dans une formation et j'écoute et je rentre chez moi. Non, là, tu es un apprenant et tu dois prendre la responsabilité pour ton apprentissage. Et là, on va vraiment chercher les écoles. Et là, je reviens à un autre sujet qui est super important, c'est le leadership. Au Luxembourg, il n'y a pas vraiment une grande tradition dans la formation des cadres, des chefs d'établissement. Il n'y a pas de formation initiale, il n'y a pas de stage. Tu es nommé par le ministre sur base d'un dossier. Je crois que nos directeurs, ils sont de bonne volonté, mais il n'y a pas vraiment cette compétence du leadership toujours présent. Et là, nous avons créé une nouvelle division du leadership pédagogique pour aller à la rencontre des enseignants, leaders un jour, d'un jour à l'autre parfois. Et là aussi, il faut parler des besoins, des craintes. Il y a des directeurs qui ont peur, mais ils ne vont jamais le dire. Alors, il faut quand même leur laisser la place pour aborder ces sujets. Nous avons un réseau de 80 coachs qu'on peut activer à tout moment à la demande d'un directeur ou d'un enseignant, un éducateur, pour se faire coacher pendant 6 heures. Et souvent, c'est pour éviter la crise. Trop souvent, les gens viennent nous voir quand c'est trop tard. Ils sont en crise, burn-out, alcoolisme, tout c'est tabou, on n'en parle pas. Et si un enseignant traverse une crise ou est identifié comme ayant besoin d'un coaching, il fait appel à l'IFEN qui lui met à disposition un coach. Il nous appelle, il y a un droit à un coaching de 6 heures. Et si le problème est plus profond, bien sûr, il faut aller chercher ailleurs. Hein. Mais on essaie vraiment de... Et c'est la prévention. Et c'est super important. Mais c'est aussi, c'est exigeant pour les enseignants parce qu'on va aller chercher. Tu es responsable pour ton destin professionnel. Il n'y a personne d'autre qui va résoudre tes problèmes. Viens nous voir, on vient de chez toi, mais assume les raisons. Et exactement la même chose que les enseignants demandent leurs élèves, on demande des enseignants. Il faut vraiment être modèle, nous les institutions de formation, être modèle. Comment est-ce qu'on accueille les enseignants? Nous sommes en train, avec notre projet FUSE, Future Space for Education, de transformer nos salles de formation. Et c'est notamment un très beau projet qui nous lie depuis au moins 6, 7 ans, 12 ans, 13 ans. Bon, en tout cas, notamment les ateliers, les tiers-lieux. Et nous sommes en train de transformer nos salles pour être modèle. Et les enseignants doivent apprendre avec nous d'une manière qu'on veut aussi retrouver dans les écoles. Voilà. Et c'est très exigeant tout ça. Je vais peut-être finir avec une dernière question pour Bénédicte Roder avant que j'ouvre la discussion avec la salle, parce que je la sens peut-être intéressée pour poser des questions ou impatiente, je ne sais pas. Et puis entendre notre directeur général des ressources humaines conclure cette table ronde. Le leadership pédagogique, est-ce que ça ne serait pas ça un des nœuds en tout cas, en vous écoutant, je pense que c'est le fil qui rejoint un peu toutes vos interventions, c'est-à-dire des formations in situ, un pilotage fort du chef d'établissement, articulé évidemment avec le pilotage académique, et effectivement plus de transférabilité de cet investissement en formation continue entre le chef d'établissement, ses équipes, et donc peut-être ton regard d'inspectrice générale avec l'expérience de l'IH2EF peut être tout à fait éclairant là-dessus. Je pense que tu as bien posé la question et en écho à ce qui a été dit sur finalement comment c'est quoi le cahier des charges d'une formation continue utile. Une formation continue utile, c'est une formation continue qui permet de faire réussir les élèves. J'avais l'habitude de dire avec François Muller, avec lequel je travaillais à l'époque, des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. Et donc, effectivement, des enseignants qui apprennent, mais qui n'apprennent pas des choses qui sont déconnectées des besoins de leurs élèves, déconnectées de leurs besoins propres, déconnectées du travail collectif en établissement. Et je crois qu'effectivement, la démarche d'évaluation des établissements, des écoles aussi d'ailleurs, qui derrière peut donner lieu à une identification de besoins en formation, c'est peut-être ce qui, dans notre système éducatif, où il y a effectivement assez peu d'encadrement intermédiaire dans les établissements scolaires, s'en rapproche le plus. C'est-à-dire que c'est une démarche externe avec un regard de corps d'inspection qui permet de dire finalement au collectif de l'école, au collectif de l'établissement scolaire, voilà ce que vous arrivez bien à faire, voilà ce que vous arrivez moins bien à faire, et peut-être faut-il travailler ces questions-là
tous ensemble. Et je pense que un des éléments assez pivots de tout ça, c'est quand même comment on arrive à installer une communauté apprenante, un esprit collaboratif au sein de cette unité éducative, l'école, l'établissement scolaire. Et le chef d'établissement joue un rôle, effectivement, la chef d'établissement joue un rôle majeur dans cette dimension de collaboration. Voilà, je ne vais pas être plus loin, mais je pense que cette question, vraiment, avant même de penser la formation, de penser des opportunités de collaboration et de travail d'équipe, ça me semble être un point assez central. On revient à un des enseignements de l'enquête Thalys. Je vais ouvrir la discussion avec vous, ou une intervention, mesdames et messieurs les recteurs et rectrices, si vous le souhaitez. Le micro vous est évidemment ouvert, et puis à l'ensemble de la salle. Voilà, merci. Non, mais d'abord, merci parce que c'est passionnant. Merci aux intervenantes. Merci Marie-Caroline. Pour rebondir sur le questionnement de fin de table ronde comment faire pour à la fois faire que la formation bénéficie aux élèves, répondre aux besoins individuels des enseignants et s'inscrivent dans un collectif. Donc c'est peut-être une proposition que je peux faire au débat, tout en soulignant qu'il me semble important de distinguer dans la formation ce qui relève de programmes, par exemple, qui sont nationaux, où on veut former 100% de nos personnels à la laïcité. Je vais le reprendre, cet exemple, où on veut faire monter en compétences les enseignants du premier degré en mathématiques. Deuxième exemple, ce n'est pas les mêmes objets, les mêmes sujets, et probablement qu'on est un peu moins dans le développement professionnel, même s'il y a un objectif très clair dans les deux cas. Et il me semble qu'une échelle qui serait assez intéressante, celle qui est testée dans quelques académies, c'est celle du réseau école, collège, lycée, réseau territoriaux pédagogiques, où on sort de l'école, on sort de l'établissement, parce qu'on va s'inscrire aussi pour mesurer le parcours des élèves, leur réussite, et finalement réfléchir aux besoins de formation à cette échelle-là. Donc ça permet je le dis voilà, conditionnel encore, mais ça permettrait à nos écoles académiques de formation continue de décliner des formations en proximité qui créent de la culture commune sur le territoire, qui répondent aux besoins spécifiques de ces élèves, si on est en éducation prioritaire, en territoire rural, avec beaucoup de dispositifs école inclusive ou pas, et en même temps d'appeler les enseignants, les communautés pédagogiques, à réfléchir à leurs besoins propres et à ce qu'elles peuvent construire collectivement. Donc voilà, c'est une proposition d'échelle d'action. Avec plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Bonjour, bonsoir, pardon, Romuald Guégan. Dans le prolongement du propos, vous avez ouvert cette table ronde en faisant état de l'évolution des publics scolaires. Et vous avez eu un propos centré sur la formation des enseignants au sein de l'institution, au sein de la maison éducation nationale. Et dans le prolongement du propos que l'on vient d'entendre, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de décloisonnement, justement, de la formation des enseignants sur leur territoire auprès de confrères et de consoeurs qui ont d'autres métiers, qui appartiennent à une autre institution ou à d'autres institutions au pluriel, pour justement être connectés aux enjeux de la jeunesse, des territoires, on parle des publics ou des spécificités, pardon, des territoires urbains, ruraux, etc. Mais est-ce que le métier de l'enseignant aujourd'hui ne nécessite pas de sortir de la salle de classe et de sortir de son institution pour aller, alors par exemple, vers le médico-social, quand on parle d'école inclusive, parce que l'enjeu de scolariser 100% des enfants de notre pays nécessite d'adresser d'autres thématiques que les thématiques, entre guillemets, classiques, ordinaires, et l'évolution des publics scolaires que vous avez relevés, qui est un fait sociologique, je pense,
partagé nécessite aussi d'aller vers des compétences de l'ordre de l'accompagnement social, de l'accompagnement... Donc des formations intercatégorielles ou avec d'autres institutions sur le territoire. Est-ce que ça vous évoque des éléments de réponse? Madame la rectrice de Dijon. Oui. Donc moi, ce que je peux... Nous, dans l'Académie de Dijon, sur la santé mentale, justement... Pardon ? Donc, dans l'Académie de Dijon, sur la santé mentale, en lien avec une direction en fait, d'un hôpital psychiatrique, on essaye de monter justement en intercatégoriel au sein d'un établissement où on laisse la main au personnel de direction de constituer sa petite équipe qui va travailler sur ces sujets de santé mentale, et on fait appel aux spécialistes, justement, qui peuvent parler de ces sujets de santé mentale pour nous aider, pour aider les communautés éducatives à repérer les signaux faibles qui indiquent à ce petit cercle formé, qui permet de repérer justement les élèves qui sont en difficulté et qui méritent d'avoir une attention plus particulière. Et c'est vrai que cette formation en intercatégoriel, c'est aussi très riche parce que ça décloisonne les logiques métiers pour embrasser des thématiques d'une manière beaucoup plus holistique, en fait. Donc, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en est encore. On le met en place. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Et puis ça fait partie aussi, les formations intercatégorielles, des formations que nous proposons. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, dont je salue le directeur, avec les publics d'AESH notamment. Et ça fait partie aussi des sujets sur lesquels on peut travailler. Un autre... Oui, merci beaucoup pour votre question qui est vraiment qui amène à des réflexions très intéressantes. Effectivement, pour l'école inclusive, c'est un très bon exemple. Alors même si aujourd'hui le modèle français a beaucoup externalisé, pardon de le dire comme ça, la prise en charge des élèves en situation de handicap aux AESH, plus qu'aux enseignants eux-mêmes. Ce qui est un sujet quand même. Mais c'est vrai que la collaboration avec le médico-social, notamment pour les enseignants spécialisés, pour le coup, notamment les coordonnateurs du LIS, est très pertinente. Et cette collaboration pourrait aussi se faire au bénéfice des AESH. Moi, je voulais aussi revenir dans Thalys. Une des choses qui ressort, c'est que sur cette prise en charge des élèves en difficulté ou à besoins particuliers, la France apparaît aussi très en retrait sur la dimension de les enseignants se sentent-ils suffisamment formés sur la dimension de l'apprentissage émotionnel. Et ça, je pense, et donc la réponse est plutôt un score très bas pour la France. Je pense que ce que vous dites pourrait amener justement une meilleure prise en compte de d'où viennent les élèves. Le fait de pouvoir travailler avec des centres sociaux, de pouvoir dans les quartiers urbains, en ruralité avec des communes par exemple, sur la connaissance des jeunes, quelles sont les problématiques que ces jeunes rencontrent au quotidien. Par exemple, je suis frappée, on parle beaucoup de la problématique de moi j'étais rectrice dans une académie rurale, j'allais dire du matin au soir, on parlait de la problématique de l'absence de mobilité des élèves. Mais il faut se rendre compte de ce que c'est que la mobilité en milieu rural, de pas avoir, c'est la mobilité, c'est du deux roues, le deux roues c'est dangereux, la voiture c'est cher, les transports en commun ça marche pas. Et ça en fait, on ne l'identifie pas. Les enseignants qui eux habitent à la ville évidemment sont motorisés, tout va bien, ne se rendent pas compte de à quel point c'est une difficulté cette problématique de la mobilité. Donc je pense que effectivement ça serait sans doute une entrée dans une relation pédagogique qui serait plus compréhensive des enjeux émotionnels que traversent les élèves dans leurs apprentissages. Je pense que c'est en effet une question très intéressante, et en particulier sur la question temps scolaire et hors temps scolaire. C'est-à-dire qu'on ne gère plus le continuum. Pendant longtemps, ce continuum a été géré, ou en tout cas il y avait des liens sur les temps scolaires et le hors temps scolaire. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de choses sur cette dimension. Et nous, on l'observe dans nos établissements à l'international, parce que très souvent, on gère le hors temps scolaire dans nos établissements. Oui, donc on propose plein d'autres activités en dehors du temps scolaire, au sein même des établissements, avec les mêmes enseignants. Et donc ça crée aussi une autre approche et une autre compréhension des élèves.
Et je pense que ces questions-là, elles sont aussi comment l'école peut réintégrer un certain nombre d'activités et faire qu'elle puisse, en travaillant dans des logiques de partenariat, parce que ça, la formation, mais ça peut reposer aussi sur des enjeux de partenariat avec un. Et donc, voilà, je pense que ces questions-là, je pense en particulier, parce qu'on sait tout, pour le territoire national sur l'éducation populaire et le lien à l'éducation populaire, qui est une vraie question et qui aujourd'hui, voilà, est sûrement pas repensé, ou en tout cas pas suffisamment repensé. Et c'est vrai que nous, on est amenés dans nos environnements à travailler les choses un peu différemment. Et je pense que dans la question aussi de l'identification, il y a les enjeux, alors ce qui est un autre domaine, hein, mais sur les compétences psychosociales des élèves, aujourd'hui, ça constitue quand même une brique très importante chez nous. On accorde beaucoup d'importance à ces enjeux-là. Et donc, si on travaille sur les compétences psychosociales des élèves, comment on travaille aux enseignants pour qu'ils soient aussi formés sur les enjeux des compétences psychosociales des élèves. Et donc, c'est un cercle vertueux après, en partie. Voilà. Et donc, c'est des enjeux aussi très forts pour nous aujourd'hui, des choses sur lesquelles nous sommes particulièrement attentifs, sur lesquelles nous travaillons énormément. Les compétences psychosociales, ça fait partie des formations les plus demandées à Canopé. Il y a un micro qui circule peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis David Wilgenbus, le directeur de l'Office for Climate Education. Je voulais vous poser une question par rapport à l'empilement des priorités, en fait. Ah oui. Voilà, on voit à 18h, c'est pas assez. On sait que pour former sur l'IA, ça suffira pas. Pour former sur la transition écologique, ça suffira pas, etc. Au gré des événements sociaux qui traversent le pays, on empile systématiquement des nouvelles priorités. On brûle des voitures dans les rues. Il faut travailler sur le vivre ensemble. Il faut travailler sur le genre. Il faut travailler sur la santé, l'écologie, l'IA, etc. Et il y a de moins en moins d'heures pour la formation. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour penser de façon un peu proactive et pas être tout le temps dans la réaction par rapport à ça et définir en fait quel est l'objectif, quel est le rôle de l'école, où commence et où s'arrête les missions des enseignants, parce qu'on leur met tout sur le dos finalement, et comment on articule mieux la formation initiale, parce qu'aujourd'hui et la formation continue. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que la formation initiale se focalise uniquement sur les savoirs académiques, et puis après tout le reste, tout ce qui est le transversal, le pédagogie, c'est sur la formation continue, et il n'y a pas les moyens pour ça. Donc voilà, quelle est votre stratégie pour faire face à ça? Merci. Bon anniversaire. Merci. L'empilement des prix. Non, mais j'ai une réponse assez simple. C'est l'établissement, en fait. C'est dans le cadre, l'établissement identifie les besoins de ses élèves, fait un diagnostic sur les besoins de ses personnels au regard des besoins des élèves et met cela en cohérence avec le cadre national. Après, l'une des questions, c'est dans quelle mesure l'établissement en France ou l'école a-t-elle l'autonomie suffisante pour adapter son projet pédagogique aux besoins de ses élèves et à l'épuiser dans les leviers de l'EAFC. De Canopé. Et de Canopé. Voilà. On a parlé de l'étude Thalys, et donc je voulais souligner le travail de la DEP. Magna Tomasini n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui a fourni un très gros travail. Et je voulais saluer aussi la présence de Claude Tello parmi nous, directeur historique de la DEP, qui aurait pu se mettre sur ce siège avec nous, mais qui aura certainement écouté nos débats avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Et voilà, s'il souhaite s'exprimer, le micro est évidemment ouvert. Il me fait signe que non, mais on pourra échanger pendant le cocktail. En tout cas, merci pour votre attention, merci pour vos interventions. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et nous allons conclure avec le directeur général des ressources humaines. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Peut-être me décaler un peu pour ne pas tourner le dos à Jean-Marc. Est-ce que le micro fonctionne bien? Oui, ça a l'air, non?
Mesdames et messieurs, ravi d'être parmi vous ce soir. Donc, il me revient effectivement la lourde tâche en tant que directeur général des ressources humaines, donc de conclure cette table ronde. Exercice que j'approche avec beaucoup d'humilité pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous êtes toutes et tous bien plus compétents que moi sur le sujet. La deuxième, c'est que j'ai raté le début de la table ronde et je m'en excuse. Mais j'ai entendu quelques très bonnes idées. Je ne sais pas si on arrivera à tout mettre en œuvre. En tout cas, pas forcément dans des délais rapprochés, que ce soit sur les questions d'organisation hiérarchique ou sur l'idée du coaching express en 6 heures. Je ne sais pas si on arrivera à faire ça rapidement, mais plus sérieusement, non, il y avait vraiment des échanges très très riches et je vous en remercie. Et puis la troisième raison pour laquelle j'approche cet exercice avec humilité, c'est que, vous le savez, c'était normalement Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire, qui devait assurer la conclusion de cette table ronde et que donc j'assure un peu ce soir son rôle de doublure cascade. J'en profite pour vous demander de bien vouloir l'excuser. Elle a été mobilisée sur une urgence, ce qui explique ma présence parmi vous ce soir. Alors je ne sais pas si c'est bien pour vous, en tout cas moi à titre personnel j'en suis très content et c'est donc avec grand plaisir que je viens conclure très modestement donc, cette table ronde autour du sujet essentiel qu'est pour l'avenir de notre école et pour l'avenir de nos élèves. Vous l'avez dit toutes et tous, c'est évidemment ça notre préoccupation. Sujet essentiel donc qui est l'évolution, la transformation, l'adaptation de la formation des enseignants. Et de ce point de vue, le fait que je remplace, et je mets des guillemets parce que je n'aurais vraiment pas la prétention de la remplacer, mais le fait que je remplace en tant que directeur général des ressources humaines la directrice générale de l'enseignement scolaire est le symbole à la fois du copilotage national très étroit conduit sur ce sujet par nos deux directions générales, en tant qu'incarnation, si je puis dire, de l'employeur, à la fois sur le volet formation initiale et sur le volet formation continue. Et c'est aussi le symbole et je le dis vraiment très, très sincèrement, très fortement, le symbole de notre parfaite convergence de vues entre les deux directions sur le sujet et sur les actions à conduire. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire trop long, mais depuis 2019, vous l'avez évoqué, la formation des enseignants en France a connu et continue à connaître une transformation profonde. Au-delà de la question des réformes successives et de leur plus ou moins grande cohérence, il est parfois permis de s'interroger, en tout cas on a le droit de se poser la question, mais au-delà des réformes successives, il y a derrière toutes ces réformes une vision partagée, je le pense, par tous les acteurs, qui s'impose, celle d'un continuum effectivement de formation, articulant formation initiale et formation continue, au service d'abord de la préparation au métier, bien évidemment, et ensuite du développement professionnel des enseignants tout au long de leur carrière. In fine, je le redis, il s'agit d'un enjeu majeur, encore une fois, au service de nos élèves. C'est toujours ça, notre boussole. Je reviens peut-être en quelques mots sur le cadre de cette évolution. De nouveau, je vous rassure, je ne vais pas faire un historique de la formation initiale et de la formation continue, mais simplement peut-être, et sans remonter trop loin, en revenant de nouveau à 2019 et aux assises de la formation, qui ont ouvert une réflexion d'envergure sur le devenir du métier enseignant globalement, et puis sur la formation. Le Grenelle de l'éducation entre 2020 et 2022 qui a prolongé cette dynamique en proposant un nouveau modèle de formation. Un modèle qui repose sur 3 grands principes. Le premier, c'est d'instaurer une véritable culture de la formation tout au long de la carrière. Encore une fois, formation initiale, mais aussi formation continue, et jusqu'au terme de la carrière, vous l'avez évoqué, où l'on apprend non seulement à enseigner, mais où on apprend aussi à continuer à apprendre. Deuxième grand principe, si je puis dire, l'expression des besoins par les enseignants eux-mêmes, vous l'avez aussi évoqué, pour que la formation ne soit pas un dispositif imposé d'en haut. On reproche souvent à notre système, parfois à tort, parfois pas complètement à tort, d'être assez vertical. L'idée est vraiment justement que là on puisse partir des besoins du terrain, du besoin des enseignants pour construire l'offre de formation et donc en faire un levier choisi, pertinent, utile pour nos enseignants et je le redis pour nos élèves. Enfin, troisième grand principe, développer une synergie entre tous les acteurs. Alors le mot synergie, on le met à toutes les sauces, parfois un peu à tort, mais là l'idée c'est vraiment effectivement de jouer la complémentarité entre l'ensemble des acteurs, les universités, les INSPE, Canopé, les établissements scolaires, les corps d'inspection, et puis au niveau des établissements, les tuteurs, les formateurs, et bien sûr les enseignants eux-mêmes, puisque l'idée c'est, vous l'avez compris, de faire vraiment des acteurs de leur propre formation. Alors une fois que j'ai dit tout ça, il faut quand même regarder la réalité en face. Je ne vais pas multiplier les chiffres sur l'enquête Thalys conduite par l'OCDE en 2024
et l'ADEP a décortiqué tout ça bien mieux que je ne saurais le faire, mais il y a 2 données qui suffisent pour mesurer l'ampleur du sujet et le chemin qui est encore devant nous en la matière. À peine la moitié des jeunes enseignants français estiment que leur formation initiale était de grande qualité, ce qui est le score le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Et puis, concernant la formation continue, un tiers, 35% des enseignants français la jugent adaptée à leurs besoins. Encore une fois, donc, on part de très loin. Nous avons devant nous une tâche qui est considérable, en s'appuyant sur les principes que j'ai évoqués, mais il faut voir maintenant comment on arrive à progresser, et nous sommes très fortement attendus sur le sujet. Et donc agir sur la formation, qu'elle soit initiale ou continue, c'est une nécessité absolue. Et cette transformation de la formation des enseignants, alors c'est pareil, le terme transformation, moi j'essaie de l'utiliser avec modération, parce qu'on le met lui aussi à toutes les sauces, mais cette transformation, cette adaptation de la formation des enseignants, elle s'articule autour de 3 grands enjeux. Premier enjeu, renforcer l'attractivité du métier et la professionnalisation dès la formation initiale. J'y reviendrai, c'est tout l'enjeu, ou un des enjeux de la réforme de la formation initiale. On voit que le métier d'enseignant, il attire, il inspire, mais il faut qu'on soit aussi en mesure de rassurer, de donner envie, de valoriser les compétences acquises et les perspectives qui peuvent être offertes. La formation initiale, donc je le disais, joue évidemment un rôle central pour montrer que l'enseignement est une profession exigeante, appuyée sur la science, appuyée sur la recherche, appuyée sur une pratique réfléchie, bref, que c'est un métier auquel il faut à la fois se préparer et être préparé. Deuxième enjeu de ces évolutions qui sont devant nous, créer des ponts entre théorie et pratique. Alors quand je dis que c'est devant nous, on ne part pas de zéro, il y a déjà des choses qui sont faites bien évidemment, mais encore trop souvent, la formation universitaire et la réalité de terrain sont perçues comme 2 mondes parallèles qui ne communiquent que très peu. Je le redis, il ne s'agit pas de dire que rien n'a été fait pour les rapprocher, ce n'est pas le cas, mais incontestablement, nous devons continuer à mieux les articuler, faire dialoguer les savoirs scientifiques, didactiques et pédagogiques avec l'expérience du terrain, en mobilisant davantage les acteurs de l'école et les tuteurs dans la formation. C'est là aussi un des enjeux de la réforme de la formation initiale des enseignants. Et puis, 3e enjeu, anticiper les besoins futurs en compétences. Nos élèves grandissent dans un monde traversé par de profonds changements, je ne vous apprends rien, numériques, environnementaux, sociaux, culturels. Former les enseignants, à la fois au début de leur carrière et ensuite tout au long de leur carrière, c'est leur donner les outils pour comprendre et accompagner ces transformations, pour maintenir un haut niveau de confiance dans l'école, pour les parents d'élèves, pour les élèves, et pour garantir la transmission des savoirs dans un contexte, c'est aussi quelque chose, je pense, qui change fondamentalement ou qui augmente encore l'exigence de formation dans un contexte où la désinformation, la contestation de la science peuvent fragiliser la parole enseignante et viennent trop souvent la fragiliser. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, je me permets d'y revenir un peu plus longuement. La réforme de la formation initiale, qui entrera pleinement en vigueur à la rentrée 2026, vise justement à répondre à cette question essentielle des compétences que doivent maîtriser les enseignants pour relever les défis du métier. À partir de la session 2026, les recrutements des enseignants s'effectuera à Bac+3, alors avec 2 années, en 26 et 27, où on va faire coexister, vous le savez, les concours Bac+3 et Bac+5 pour assurer la transition vers le futur régime, si je puis dire. Loin de signifier une baisse du niveau d'exigence, il s'agit bien d'une hausse du niveau d'exigence. Les enseignants devront toujours être titulaires d'un master, et par ailleurs, l'idée est, à travers cette refonte de la formation initiale, de mieux outiller les futurs enseignants dès le début de leur parcours, en intégrant plutôt les apprentissages liés au métier. C'est un des enjeux, ça fait écho à une partie de votre question, sur le fait de voir effectivement comment on arrive à renforcer dans la formation initiale, au-delà de l'aspect disciplinaire, la dimension pédagogique, didactique, pour ne pas renvoyer cette charge, ou une grande partie de cette charge, vers la formation continue, et puis j'allais dire vers l'apprentissage en classe. Donc l'enjeu, c'est réellement d'élever le niveau de formation globale, tout en rapprochant, je l'aurais dit, la formation de la réalité professionnelle. Quand on remonte la chaîne, pour les professeurs des écoles, la création de la licence professorat des écoles, donc dès après le bac, permettra de construire justement un continuum de formation avec le master, avec cette idée d'avoir une cohérence renforcée des contenus, entre les contenus académiques, les compétences professionnelles et les stages sur le terrain. Mais la formation des enseignants ne peut se limiter à la transmission de savoir-faire, elle doit aussi former à la réflexion, à la recherche, à la compréhension des pratiques. Ce lien à la recherche que j'évoquais rapidement tout à l'heure est un levier majeur de développement professionnel durable. Il permet à la fois d'adapter sa pratique aux évolutions sociétales que j'évoquais tout à l'heure, aux évolutions techniques, de mieux comprendre aussi la construction des savoirs et,
j'en reviens à ce point-là, mais qui est fondamental, comment nos élèves construisent leur savoir à une époque, encore une fois, où la véracité de l'information, de la science, est souvent mise en cause. Et la formation initiale, justement, ne doit pas oublier les compétences transversales indispensables à l'exercice du métier, savoir adapter sa pratique à la diversité des élèves, qu'il s'agisse des élèves à besoins particuliers, mais plus globalement à la diversité de tous nos élèves, adapter sa pratique au contexte d'exercice, qui, nous le savons, sont excessivement différents. 43 000 écoles publiques, 8 000 collèges et lycées. Il y en a, j'allais dire, pas une et pas un qui ressemble à l'autre. Et donc, nos contextes d'intervention sont excessivement différents et il nous faut mieux préparer nos enseignants à ces contextes. Et puis des sujets comme, évidemment, le partage des valeurs de la République, l'égalité filles-garçons, la laïcité. Autant d'enjeux donc, qui doivent être partagés dans le cadre de la formation initiale. Et dans ce cadre, pour articuler à la pratique, le stage devient un pilier essentiel du continuum de formation. En licence LPE, justement, sur cet aspect pratique, 10 semaines de stage d'observation et de pratique accompagnée permettront aux étudiants de découvrir progressivement le métier. En master, 2 années de stage rémunérés et accompagnés viendront renforcer cette professionnalisation. J'insiste peut-être sur le volet rémunération pendant 2 ans, qui est évidemment une évolution majeure de cette réforme de la formation. C'est bien sûr un levier d'attractivité. C'est aussi, j'insiste sur ce point parce qu'il est de notre point de vue fondamental, c'est aussi un enjeu d'égalité des chances en permettant à des étudiants dont les familles ou eux-mêmes n'auraient pas forcément les moyens de s'engager dans des études longues, de pouvoir, après la licence, poursuivre sur un master et envisager les carrières de l'enseignement. Le rôle des tuteurs, en écho à ce renforcement des stages dans la formation, le rôle des tuteurs des écoles et des établissements d'accueil est évidemment capital. Il s'agit de créer autour de nos futurs enseignants un collectif professionnel qui les aide à éviter l'isolement, à partager les réussites et les difficultés, qui les aide à construire cette confiance en soi dont ils auront besoin au moment de leur arrivée en classe. La réforme de la formation initiale, elle est arrivée maintenant dans une phase concrète de mise en œuvre, puisque vous le savez, nous avons ouvert l'inscription au concours. D'abord au concours en M2, donc les concours ancienne façon, si je puis dire, et puis ouvrirons dans quelques jours, dans quelques semaines, les concours en fin de L3. Dans cette logique de continuum que vous avez évoquée à plusieurs reprises et sur laquelle je reviens, au-delà donc du travail de fond engagé sur la réforme de la formation initiale, il y a aussi bien sûr un travail à conduire et à poursuivre, parce que là aussi des actions nombreuses ont déjà été engagées autour de la formation continue, avec cette idée d'offrir à nos enseignants, vous l'avez évoqué, un parcours de formation cohérent, progressif, accessible et encore une fois en phase avec leurs besoins, avec les besoins du terrain, mais aussi, je me permets quand même de le dire, aussi avec les besoins de l'institution, mais tu le disais, si on arrive à satisfaire les besoins des enseignants, normalement, on arrive à couvrir les besoins ou à répondre aux besoins et aux attentes de l'institution. Alors ce travail sur la formation initiale, sur la formation continue, pardon, excusez-moi, il est encore en cours. Le schéma directeur 2025-2029, vous l'avez vu, a été publié. La question, c'est de voir plus globalement comment on fait évoluer cette formation continue. Alors, je n'ai pas d'annonce fracassante ce soir, parce que dans le contexte que nous connaissons, il y a encore des arbitrages à rendre et qui n'ont pas pu l'être pour le moment, mais simplement partager avec vous le fait qu'on a essayé de repartir justement de l'analyse des besoins que font les acteurs de terrain avec des groupes de travail qui se sont réunis avec des experts donc, à l'automne 24, des inspecteurs, des directeurs de AFC. De ces groupes de travail, 4 axes de progrès ont émergé. Ce sont sur ces axes que nous travaillons. Inciter les enseignants à se former davantage, et donc comment on les motive, quels intérêts d'ailleurs ils peuvent trouver à se former. Aller vers une formation continue plus efficace, c'est-à-dire dans le cadre d'une offre construite davantage en proximité, ce qui évidemment joue mécaniquement aussi sur l'attractivité de cette offre de formation. Travailler sur la gouvernance, alors c'est vrai que chez nous ça peut toujours être un peu un truc refuge, de se dire on va travailler sur l'organisation, la gouvernance, ça nous évite de nous attaquer au sujet de fond, mais là, comme je vous le disais, on a essayé de repartir du ressenti des acteurs de terrain et un des éléments qui ressortait, c'était ce besoin quand même de clarifier la gouvernance de la formation continue. Et puis donc créer une véritable filière de formateurs, d'ingénieurs de formation pour assurer le déploiement effectif des formations, pour assurer leur qualité, et j'y reviens, pour assurer le fait qu'elles répondent aux attentes de nos enseignants. Et donc comme je le disais, nous sommes en train de travailler à la concrétisation de ces axes. Je n'ai pas encore d'annonce, mais on y travaille. Derrière toutes ces mesures que j'ai évoquées rapidement, j'espère pas trop longuement en tout cas pour vous, en matière de formation initiale et de formation continue,
Je réaffirme, et je pense que nous la partageons tous cette même ambition, accompagner les enseignants à chaque étape de leur parcours. Former un enseignant, c'est à la fois lui transmettre des savoirs et le mettre en situation de transmettre ses savoirs aux élèves. C'est aussi, si vous me passez l'expression, faire grandir une personne dans sa pratique professionnelle, lui donner la force d'innover, de s'adapter, de réinterroger ses pratiques quand c'est nécessaire. C'est aussi, je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est un élément fondamental, reconnaître la complexité du métier, valoriser l'expertise professionnelle et faire de la formation continue une réelle opportunité de développement, je dirais même, si vous m'autorisez le terme, une opportunité d'épanouissement, à la fois professionnel mais aussi personnel, au service des enseignants et au service des élèves. Voilà, je vous rassure, j'ai terminé, je ne fais pas plus long, mais je ne pourrais pas terminer quand même ce propos sans remercier Marie-Caroline. Alors je me permets de le faire à la fois au nom de Caroline Pascal, en mon nom, et puis je pense pouvoir le dire en notre nom à toutes et à tous, si vous en êtes d'accord, mais je pense que oui, j'en suis sûr même. Donc te remercier pour ton action à la tête de Canopé au cours de ces 5 ans. Un grand merci à toi. Juste un chiffre, 285 000 enseignants formés. Donc c'est une performance et ça méritait d'être souligné. Donc un grand merci à toi pour tout ce que tu as apporté à Canopé, pour tout ce que tu nous as apporté. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier Alexandra Wisniewski qui sera très prochainement, qui est ma directrice générale adjointe et qui sera très prochainement directrice générale par intérim et qui pourra, avec toute l'équipe formidable qui m'entoure, poursuivre cette action. Vous dire que je m'engage à Vers le Haut, qui est donc le think tank que je vais rejoindre, et je salue la présence de Pierre Tapie, de Françoise Duchesne parmi nous pour continuer à porter ces sujets d'éducation pour notre jeunesse dans le moment très particulier que nous vivons. Et puis remercier les recteurs, les rectrices, les directeurs d'administration centrale. Vous êtes là, merci Christophe. Christian, Jean-Marc, Bénédicte, Nathalie pour votre présence. J'ai eu vraiment un soutien immense avec vous. J'ai beaucoup appris dans vos pas, donc je vous remercie pour ça. Et je finis juste pour remercier les équipes de Canopé, ceux qui ne sont plus en fonction. Je pense à Brigitte qui m'a tant appris, à Laurent, à Sophie, et puis tous les directeurs, tous les personnels, tous ceux qui ont préparé en mission commando cette soirée. Merci à eux, le dossier de presse. Enfin, voilà, je suis pleine d'émotions et pleine de gratitude, notamment pour la chance que j'ai eue de diriger cet établissement, pour le ministre qui m'a nommé, qui était là tout à l'heure, que je remercie encore pour cette chance immense qu'il m'a offert. Merci à toutes et tous et très bonne soirée. Merci.